Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, j'ai la joie, et j'irai même jusqu'à dire l'honneur, de recevoir à ma table la famille De Luca, avec à ma droite Marc De Luca et à ma gauche Charles De Luca. Alors, si vous suivez les actualités sartoriales, si vous suivez les discussions sartoriales, si vous lisez Parisian Gentleman, si vous avez lu notre premier livre, Parisian Gentleman, éloge de l'élégance à la française, vous connaissez la maison Camps De Luca. Pour moi, Camps De Luca, c'est au monde de l'art tailleur peut-être ce que, on va dire, Rolls-Royce ou Bentley serait au monde de l'automobile, ou pour être un tout petit peu plus fidèle à leurs racines, ce que, je ne sais pas, Lamborghini peut-être, ou Ferrari serait dans le monde automobile. Aujourd'hui, dans le monde de l'art tailleur, à ce niveau d'intervention, je pense qu'il doit rester, avec les doigts d'une seule main, je pense qu'en France, vous êtes parmi ce top 5 largement, et vous faites partie, selon moi, des derniers des Mohicans, mais le dernier des Mohicans n'étant pas péjoratif, puisque je pense qu'au contraire, vous êtes, avec peut-être la maison de Chiffonelli, et vous, comme De Luca, les gardiens du temple, en gros, de la grande mesure parisienne. Donc pour moi, c'est évidemment un bonheur absolu de vous avoir à ma table. Ça fait 2 ans qu'on essaye d'organiser cette rencontre. La dernière fois, on a eu des empêchements à répétition, mais comme toujours dans le monde sartorial, nous sommes persévérants et surtout nous sommes patients. Et aujourd'hui, enfin, le grand jour est arrivé et nous allons, mesdames, messieurs, vous raconter la merveilleuse histoire de la maison Camps De Luca. Marc, bonjour et bienvenue chez nous. Merci bien. Merci de nous accueillir. Eh bien, avec grand plaisir. Charles, bonjour. Bonjour Hugo, merci. Alors, Marc, 2e génération de la famille De Luca, tailleur, et Charles, 3e génération. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de la 4e génération. Je sais que vous avez quelques enfants déjà, mais vous êtes encore très très jeune. Donc, aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Camps De Luca, parce que quand on raconte l'histoire de Camps De Luca, on raconte peu ou prou l'histoire de l'art tailleur en France, puisque vous êtes au centre, on va dire, des grands noms qui ont fait ce métier depuis de nombreuses années. Et donc, j'aimerais qu'on reparte du tout début. Alors, le fondateur de la maison De Luca, et qui est devenu plus tard Camps De Luca, c'est ton papa. C'est mon papa, Mario. Mario, qui est né dans une petite ville italienne près de Monte Cassino. Près de Monte Cassino. Raconte-nous un tout petit peu alors la jeunesse du jeune Mario De Luca. Alors le jeune Mario De Luca, avant toute chose, il ne rêvait que de Paris. Ah oui. Déjà enfant, il a eu la possibilité de lire quelques livres français, bien sûr traduits en italien. Oui. Mais voilà, son Graal, c'était de venir en France. Il a trouvé le moyen, parce que son oncle était tailleur dans le village. Oui. C'était même pas une ville, c'était un village. Oui. Comment s'appelle le village ? Atina. Atina. Oui. À ne pas confondre avec Latina, qui est une grande ville en Italie. D'accord. Atina, donc, on est à côté de Monte Cassino, donc on n'est pas très loin de Rome. Oui, ça fait encore partie de Lazio. D'accord. Donc, en réalité, c'est à 90 km de Naples et 110 de Rome. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment... Donc c'est là que tout a démarré. Et donc à cette époque-là, dans tous les petits villages italiens, il y avait forcément quelque part un tailleur. Ah ben, je pense qu'à l'époque, il devait y en avoir 3 ou 4. Ah oui, même dans un village. Oui, oui. D'accord. Donc, Et donc c'était naturel pour les enfants de cet âge-là. Enfin, c'est un métier qui était communément admis, c'est-à-dire que les gamins... Alors il y avait deux possibilités. C'était ou effectivement dans le bois, ébéniste, oui. ou tailleur. Après, bien sûr, il y avait des coiffeurs, des choses comme ça, mais dans les métiers avec matière à toucher, à transformer, c'était ces deux-là. Et donc à ce moment-là, là on est dans les années 30, on est avant-guerre Papa est né en 20. Oui. Il a commencé chez son oncle, je pense, à ramasser les épingles par terre et à arriver un peu plus tôt pour chauffer les fers et des choses comme ça. Ça te dit quelque chose, ça? Tu connais un tout petit peu ce genre de formation? Je n'avais pas à faire chauffer les fers, mais oui, j'ai passé beaucoup de temps dans ma jeunesse. On y reviendra en détail. Et donc, il a commencé son apprentissage dans le village. Il a poursuivi pendant, je pense, 2 ans et demi, 3 ans. Il avait été envoyé après à Rome, chez les tailleurs, pour vraiment parfaire son apprentissage. Oui. Il est resté 4 ans à Rome. D'accord.
Et après, il est monté à Milan. D'accord. À Milan, il travaillait comme un pièceur, en fait. D'accord. Donc, il travaillait pour différentes maisons. Oui. Après, il s'est plutôt occupé d'une maison. Même le patron de la maison le voyait comme, effectivement, héritier de cette maison. D'accord. Mais son objectif, c'était toujours Paris. Il était obsédé par Paris. Il était obsédé par Paris. Oui. Il est monté juste après-guerre. Oui. Il connaissait ma mère parce qu'elle est originaire du même village que lui. Donc, il s'était entreaperçu comme ça des étés. D'accord. Et puis, voilà, après, bon, il y a une conclusion à cette histoire d'amour. D'accord. Avec un mariage et puis l'installation. Et puis éventuellement un enfant, donc en oui, il y a eu mon frère avant. D'accord. Mon frère avant, Frédéric. Oui. Et moi, je suis né donc en 54. Lui était installé d'abord Place Voltaire, comme ça. D'accord. Donc il a ouvert boutique, il s'est jeté à l'eau, littéralement, en 48. Oui. En 48. Ouais. Ce qui était quand même déjà c'était un saut un peu particulier. Enfin, c'était une vraie prise de décision de monter à Paris, d'ouvrir sa boutique. Je pense qu'il il avait l'ambition de réussir. Hein. D'accord. Je veux dire, de toute façon, tous les gens du village qui sont partis, il y en a eu beaucoup de tailleurs qui sont installés à Paris, où le lien continuait à se faire avec les gens du village. Oui. Et puis, il avait peut-être un peu plus de niaque que les autres. Il avait une très grande force de travail. Oui. Et vraiment. Un talent. Et un œil surtout. Hein, surtout un œil. Tu as connu ton grand-père ? Ah oui. J'ai passé beaucoup de temps. Tu l'as vu travailler un petit peu. Il t'a passé un petit peu la science également. Tu l'as côtoyé Ah oui, parce qu'en fait, les mercredis et les samedis, j'étais à l'atelier. Oui. Donc, on déjeunait chez mamie. Et puis après, on descendait dans l'atelier. On était tout le temps avec papy et papa, en fait. D'accord. Donc, tu as été immergé dans les ciseaux. Depuis tout gamin, on était tout le temps à l'atelier. Puis, papa partait en voyage et moi, j'ai dormi un peu chez eux. Donc, j'étais tout le temps avec papy et mamie. Je partais en vacances à Tina avec eux. D'accord. Donc, on était une famille très, très soudée et très proche. Non, mais ça veut dire que tu as pu aussi, en dehors du fait que tu as été formé en grande partie par ton père, j'imagine, tu as pu déjà, dès ton enfance, glaner un tout petit peu, un peu quelques secrets. Je voyais sa façon de travailler, je voyais sa façon de parler aux clients, je voyais son élégance. Tu sais, quand tu as un grand-père qui est tout le temps bien habillé, tu as envie d'être un peu comme lui, en fait. C'est un peu une icône, tu l'idolâtres un petit peu. Et papy avait un fort caractère et on a toujours respecté papy, on a toujours été en admiration vers lui. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai que il y a une petite légende dans votre famille que Mario, donc ton grand-père, avait dit à ton père, il faut surtout que les gamins ne soient pas tailleurs. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, et puis on n'avait pas la possibilité de venir commencer à travailler avec lui. Oui. À l'âge de 16 ans, moi je voulais peut-être arrêter l'école parce que j'étais pas le meilleur, on va dire. Oui. Je me disais que peut-être il y avait un avenir autre part. Oui. Mais à cette période-là, les clients étaient plus rares. Oui. Donc il y avait moins aussi de personnel. Oui. Et je pense que papy avait pas tort, il avait une certaine inquiétude pour nous. Et aujourd'hui, je suis assez fier de faire ce podcast pour lui montrer, cette vidéo, pour lui montrer que ça existe encore et qu'on est encore là avec Julien, papa et que malgré le conseil avisé qu'il avait donné à votre père, finalement, vous avez quand même décidé de reprendre le flambeau. Tout à fait. Ouais, ce qui est beau. Ouais, moi, je trouve ça beau. On est très fiers. Alors, on peut comprendre, c'est vrai, dans cette génération-là, la génération de ton père. Moi, mon papa est un petit peu plus jeune, mais il est né en 39, donc c'est la génération d'après. Mais papa avait la même idée pour moi. Quand j'ai moi je veux être un artiste ou je veux être écrivain ou je veux faire du cinéma, il me disait bon, passe ton bac et puis fais quelques études éventuellement pour devenir banquier ou assureur. Parce que c'est vrai que dans cette génération-là, c'était autre chose. Mais singulièrement, donc, je pense qu'il te disait ça surtout à l'époque où dans les années 60, 70 et 80, le prêt-à-porter arrivait en masse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup malheureusement de tailleurs qui ont fermé boutique. Mais certains, dont Camp de Lucas, n'ont jamais fermé boutique, et pour plein de raisons. Alors donc, il s'installe en 48, et ça commence à bien marcher. Mais il commence à avoir ses clients, comme ça, par relation, par mes oncles, donc du côté de ma mère, qui était installée à Paris depuis plus longtemps. D'accord. Donc il s'est fait un petit réseau comme ça. Oui. Il a eu la chance, moi je suis né en janvier 54, en mars 54, en fait, il a déménagé, et il est venu s'installer rue Saint-Honoré. D'accord. Au 2e étage, au-dessus. Donc c'était une adresse déjà prestigieuse. Bah oui. Du coup, sa clientèle a suivi, puis il s'en est surtout fait une autre, petit à petit. Donc il a grossi. L'atelier était où nous vivions. Oui.
Donc, ah oui, vous viviez au-dessus ou en dessous? On était au même étage. L'appartement était plutôt grand, c'était des grands appartements. Tu sais que ça se fait encore en Italie. Moi, je vois à Milan notamment, je connais quelques tailleurs. C'est carrément dans leur maison, c'est dans leur salon. Littéralement, la table de coupe est dans le salon et tout se fait au même endroit. C'est assez classique en Italie. Oui. C'était comme ça. Quoi. Je veux dire, il y avait l'entrée et puis l'appartement était bien agencé pour pouvoir avoir l'entrée pour les clients et puis notre partie privée. Donc toi aussi, du coup, t'es né. Moi, toi, t'es né dans le tissu directement dans un atelier. Oui. Alors, c'était pas forcément de la Vigogne, mais je suis né. Ça, j'imagine bien. Donc tout ça fonctionne bien, voilà. Et puis. À cette époque-là, c'est pas encore Camps de Luca, c'est De Luca. C'est De Luca, tout simplement. Absolument. Et donc, il y a cette rencontre un peu, décisive, on pourrait dire, pour ton père, avec Joseph Camps. Alors, raconte-nous cette histoire-là, parce que Joseph Camps, donc, qui était espagnol, catalan, je crois, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas jamais dire à un catalan qu'il est espagnol. C'est un peu comme dire à un napolitain qu'il est italien. C'est toujours un tout petit peu compliqué. Et donc, il y a cette rencontre qui a lieu à un moment un peu particulier dans les années 60, je crois, où il y a cette tentative des tailleurs de résister à l'arrivée du prêt-à-porter et donc ils se sont groupés et on appelait ça le Club des 5. Le groupe des 5. Le groupe, oui, parce que le Club des 5, c'est la bibliothèque rose que je lisais quand j'étais gamin. Mais c'est vrai, ça me revient. Le Club des 5, je lisais ça tout le temps. Et c'est pour ça que c'est dans ma tête. Enid Blyton. Voilà, je me souviens même, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs qui écrivait ça. Oui, donc le groupe des 5. Raconte-nous cette histoire. Alors, c'est sous l'impulsion de M. André Bardot, qui était tailleur, qui était installé, lui, dans mon souvenir, avenue de la Grande Armée, à l'époque, qui avait une clientèle, il avait Cocteau, il avait Jean Marais, tout ça. Oui, une belle clientèle. Une belle clientèle. Ouais. Et ce monsieur a eu l'intelligence, effectivement, d'avoir cette idée-là, de grouper quelques tailleurs en vue. Oui. Sûrement parmi les meilleurs de l'époque. Oui. Il y avait bien sûr M. Max Zevzin. Oui. M. Osten. M. Osten, exactement. Effectivement, M. Camps. Et il a fait aussi appel à mon père, Mario De Luca. Donc leur idée, c'était, au lieu d'être en compétition, de se grouper pour essayer ensemble de résister un peu ou de conserver leur clientèle par rapport au prêt-à-porter. Ce qu'ils ont surtout mis en place, c'était de faire 2 défilés par an. D'accord. Ce qui permettait à des maisons comme ça, entre guillemets, qui travaillaient de l'artisanat, de pouvoir, chacun d'entre eux, faire 8 modèles différents, disons. D'accord. Ce qui faisait que ça donnait une capacité au défilé à être un défilé qui tenait la route, quoi. Il y avait 5 x 8, 40. Il y avait 40 modèles qui étaient présentés. Donc ça attirait effectivement les journalistes et ils faisaient venir leurs clients favoris. D'accord. Donc là, on est milieu des années 60, c'est ça, à peu près. On est à peu près milieu des années 60. C'est une initiative assez sympathique. Enfin, moi, je trouve ça bien. C'était une bonne idée. Alors, il paraît que l'histoire a dit que ça n'a pas tenu le coup trop longtemps. Tu connais cette histoire un tout petit peu, Charles, ou pas? Je pense que papa la connaîtra mieux, ou peut-être toi, l'historien de l'art sartorial, la connaîtra sûrement mieux que moi. Bon, enfin, je crois qu'en fait, il y a eu des petits problèmes d'ego entre les tailleurs. Et puis... Parce que, vous savez, alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de ça, mais généralement, nous, on doit connaître plus de 200-300 tailleurs dans le monde. C'est généralement des gens, et surtout en Italie, mais aussi en France, avec une vraie personnalité. C'est-à-dire que c'est pas... voilà. Et parfois, c'est, comment dire... Alors moi, je trouve ça absolument charmant, mais c'est assez explosif. C'est-à-dire que, notamment quand on va en Italie, vous allez chez un tailleur napolitain, il vous accueille avec un café, etc. Et puis, il vous raconte pendant 2 heures à quel point qu'il est le meilleur du monde, en gros. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, point de salut. Mais c'est la même chose à Milan, et c'est la même chose. Je trouve qu'à Paris, on a un tout petit peu plus de tact sur le sujet. Mais donc, toujours est-il que le groupe des 5, qui était une des premières initiatives de marketing, on pourrait dire, ou très de moderne, communication, de communication, de tailleurs qui se groupent pour montrer leur production, moi je trouve que c'est une bonne idée. Mais vous, c'est quand même un moment important, le groupe des 5, parce que c'est là que De Luca rencontre Joseph Camps. Absolument. Voilà, et qui deviendra donc assez vite Camps de Luca. Voilà. Raconte-nous qui est Joseph Camps. Alors, ce Joseph Camps, effectivement... Que d'ailleurs, que tu appelles encore Maître Camps.
Écoute, il y a une anecdote très drôle avec M. Camps, parce qu'effectivement, je travaillais beaucoup à l'époque. Oui. Et le seul moment qu'on avait trouvé pour qu'il puisse me livrer un peu de son savoir, oui. Tailleur, je précise tailleur parce que la petite histoire fait que c'était le dimanche matin. D'accord. Donc lui, il arrivait tout frais, tout. Hein. Bon, j'avais un âge où j'avais aussi envie de sortir un petit peu, donc j'arrivais moi un peu plus... un petit peu plus chiffon. Voilà, un peu plus chiffon que lui. Oui. Et en fait, les cours de coupe, ils se résumaient à ce qu'il me raconte sa vie, quoi. D'accord. Donc voilà, donc c'était charmant. Oui. J'ai appris comme ça, un peu en regardant avec lui, il me donnait quelques bases, mais c'était quelqu'un qui transmettait. Oui. C'est quelqu'un il y a eu quand même ce qu'on a appelé l'école Camps. Oui. Et il y a eu des tailleurs très fameux. Oui, qui sont passés chez lui. Qui sont passés chez Smalto. lui. Smalto, Urban, Rousseau, Gonzalez. Claude Rousseau, Gonzalez. Oui, c'était une dream team. Ils ont vraiment... il avait mis une structure en place qui faisait... Il faisait des réunions. Oui. Hein, alors qu'effectivement, le tailleur, il cache son savoir et tout ça. Bien sûr. Lui, il réunissait tout son personnel pour effectivement... il avait cet esprit-là de communication et de livrer. Et il a formé quelques très grands noms, hein, puisque Smalto vient de chez lui, voilà. Enfin tous les gens que tu viens de citer, etc. On va vous mettre quelques photos, on a quelques photos d'archives de Joseph Camps, justement. Alors, je sais que Joseph Camps était réputé donc pour son talent de tailleur, et puis c'était un espèce de, il était obsédé par son métier, et il avait toujours je crois que son grand projet, c'était comment on appelait ça, la technomesure, c'est ça? Raconte-nous cette histoire, parce que c'est fou qu'un garçon dans les années, un monsieur dans les années, début des années 70, on va dire, il avait son obsession de se dire, et si on pouvait mécaniser un tout petit peu la prise de mesure, enfin je crois que c'est ça, l'histoire de la technomesure. C'était affolant, je l'assistais pour ça, effectivement. Donc tu as vécu ça toi en première main? Oui, je l'assistais pour ça, et c'était... Moi, je regardais ça, c'était un film de science-fiction pour moi, parce que il avait des poids, des contrepoids, c'est une machine infernale. Donc son idée, c'était de créer une machine qui permette on est dans les 70, donc c'est pas une machine digitale, hein, tout est à l'ancienne, quoi. Voilà, pour prendre les mesures et exécuter des patronages un peu plus rapidement qu'en grande mesure, c'est ça? De prendre des notes pour que ce soit déjà en 3 dimensions. D'accord. Et ça n'a pas fonctionné? Il aurait fallu qu'il y ait un réel ingénieur avec lui, je pense. D'accord. Et peut-être que c'était un peu trop tôt par rapport à l'évolution qu'il y a eu et par rapport à, effectivement, maintenant les computers et tout ça. Bien sûr. Enfin, donc c'était quand même, alors je ne sais pas si on peut le mot génie, mais c'était quand même un vrai créatif, un vrai créateur qui pensait qui transmettait. Voilà. Oui. Et alors l'union avec ton père, l'association avec ton père, on avait quoi? On avait donc d'un côté ce tailleur un peu fantasque, un peu un chercheur, quoi. Absolument. Et de côté, ton père qui était plus, on va dire, l'œil italien. On pourrait dire ça comme ça, le style italien? Oui. Ils avaient l'un pour l'autre une grande reconnaissance. Je ne dirais pas jusqu'à l'admiration, mais je pense que ça en fait partie. Une grande estime. Papa admirait ce que faisait M. Camps. Oui. Le fait de prendre les mesures, de faire les patronages et des choses comme ça. Oui. Et M. Camps, il était toujours éberlué de voir comment papa travaillait. Il allait 5 fois plus vite que lui. Il abattait un travail de dingue. Oui. Et tout ça dans une facilité déconcertante pour lui. D'accord. Alors que lui, c'était un peu notre école à nous, par contre, qu'on poursuit. Oui. C'est, je dirais, 70% de Camps, 30% de Lucas. Tu veux dire des techniques et on va dire même du style que vous exploitez encore aujourd'hui, c'est à peu près ça. Au niveau d'être plus attaché aux mesures, de bien mesurer les choses. D'accord. Et donc leur association fonctionne vachement bien. Excusez-moi pour vachement, ça m'est sorti de la bouche comme ça. Non, mais c'est marrant parce qu'on parle. C'est l'enthousiasme. Presque de la. Là, on est dans la haute couture masculine et je dis vachement parce que c'est l'enthousiasme tout simplement. Pardonnez-moi, ça marche bien. Donc leur association, ça fonctionne vraiment bien dans les années 70, avec notamment, alors on ne peut pas ne pas en parler. Vous étiez
l'un des tailleurs, sinon le tailleur de Claude François? Ah, je pense qu'on était le tailleur de Claude François, aussi bien sur scène qu'à la ville. Ah, d'accord. Oui, D'accord. Donc, tu as vu, toi, des groupies qui s'évanouissaient dans les escaliers quand ils venaient en tout cas, quand ils venaient, effectivement, je me souviens d'une fois, effectivement, où il avait laissé quelque chose il était venu avec une grosse voiture américaine décapotable, oui. Et il avait laissé quelque chose dedans, donc je me suis proposé d'aller le chercher. Oui. Effectivement, on était au 2e étage, dans l'escalier, il y avait une trentaine de filles, quoi. Donc, c'est particulier, quand même. J'espérais que ce soit pour moi, mais non. Non, c'était pas pour toi. C'était pas pour moi. Bon. Ceci étant, alors, je ne sais pas si on peut se permettre cette petite digression, mais je crois que c'est dans cette époque-là, c'est à peu près aux alentours de 20 ans que tu as fait du karaté à très haut niveau? J'ai commencé à 16 ans. À 16 ans? Comme à l'époque où j'ai commencé avec papa. D'accord. Ouais. Et tu allais très haut en karaté? C'est-à-dire que tu as été champion de France, c'est ça? Oui, j'ai gagné la Coupe de France, j'étais champion de France, j'étais avec l'équipe de France champion d'Europe et 3e au championnat du monde. 3e au championnat du monde. Jeux olympiques, non? C'était pas aux Jeux olympiques. Ah, c'était pas un sport olympique à l'époque? Mais je t'avouerai franchement que j'ai commencé le karaté, j'imaginais même pas qu'il y avait des compétitions. Donc, pas, ouais. Et puis voilà, comme j'étais passionné, je m'entraînais beaucoup. D'accord. Donc, champion de France, champion d'Europe et 3e championnat du monde, c'est ça? Pas mal, hein? Ouais, c'est dur après pour nous. Hein. Quand on a fait un peu de karaté, c'était pas facile pour nous. Ah ouais, quand même, c'est bon. Ceci étant, ça explique quand même, mesdames, messieurs, je ne vais pas vous dévoiler l'âge de Marc Deluca, mais quand même, il a toujours une ligne. Moi, je le connais depuis bonne quinzaine d'années maintenant. Ouais. Il ne change pas, ce garçon. Non. Toi, tu le vis au quotidien. Je le vis au quotidien et c'est un challenge permanent pour nous aussi. Il ne peut pas grossir. Ah ouais, parce qu'il est toujours, mais alors, impeccable. Hein. Je pense que ça vient justement de ce passé de sportif de haut niveau et du fait de prendre soin de soi, tout simplement. Revenons. Donc, Claude François, tu as vécu cette... Alors, parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, et peut-être c'était parfois une bonne porte d'entrée pour la compréhension de ce que c'est la bonne mesure. Parce que moi, quand j'étais gamin, on se posait tous la même question. On se disait, mais comment il fait ce mec-là, Claude François? On ne peut pas dire qu'il était fixe sur une scène. Il avait plutôt la bougeotte, le garçon. Hein, il dansait, etc. Et ses costumes ne bougeait jamais. C'est-à-dire, on le voyait gesticuler dans tous les sens. Et je crois que ça a marqué. Alors, les gens, évidemment, ne savent pas l'expliquer, mais on a tous cette image de ce mec qui fait des bonds partout, qui fait des chorégraphies, qui est toujours impeccablement habillé dans ses très beaux costumes, et son costume ne bouge pas. Explique-nous comment c'est possible. Je pense qu'effectivement, c'est dû surtout à l'emmanchure qui était très haute. Très haute, oui. Et qui fait que... Effectivement, il peut lever les bras et tout ça. Donc, vous voyez, si vous avez une emmanchure profonde, dès que vous bougez la veste... Ah bah, si tu as une emmanchure profonde, tu bouges, ça fait ça, voilà. En gros, directement. Exactement. Voilà. Donc, c'était ça. Alors qu'une emmanchure haute, comme nous avons nous, ça bouge un petit peu, évidemment, mais ça reste quand même extrêmement stable. Nous, elle était assez proche. Lui, elle était vraiment très proche. Ah oui, c'est-à-dire qu'il demandait justement l'emmanchure extrêmement haute pour avoir une liberté de mouvement maximale. Voilà, c'est la solution qu'on trouvait... Monsieur Cam, c'est papa. D'accord. Je me souviens d'un vieux tailleur italien qui me disait, pour savoir si ton emmanchure est assez haute, il y a un test, si tu t'assois et tu ne peux pas lasser tes chaussures. Oui, tu peux danser dans tous les sens, mais par contre, tu ne pourras pas lasser tes chaussures. Voilà. Alors ça, c'est un premier enseignement si vous n'êtes pas, immergé dans le monde sartorial. C'est une des grandes règles de l'élégance masculine classique. C'est la notion qu'il y a des idées reçues qui sont fausses, qui est qu'avoir plus d'espace dans son costume le rend plus confortable. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'emmanchure doit être le plus haut possible et la plus petite possible pour justement laisser de l'espace de mouvement sans faire bouger le costume. Mais c'est un autre sujet. On va rentrer dans le détail. Donc, les années 70, Claude François, une très belle clientèle chez Camps Deluca à cette époque-là, très prestigieuse. Oui. Très prestigieuse. Française uniquement ou internationale? Beaucoup de françaises, mais papa commençait déjà à bouger. Oui. Plus directement vers le Moyen-Orient. D'accord. Donc il a eu... dès cette époque-là, dès les années 70, il y avait déjà... Ça commençait à bouger de ce côté-là. D'accord. On a eu la grande chance et l'opportunité d'habiller le roi Hussein de Jordanie. D'accord. Au-delà du fait qu'il était roi, je veux dire, c'était à chaque fois une rencontre
extraordinaire. D'accord. Un personnage extraordinaire. D'accord. On était tailleurs, on était fournisseurs, et malgré le tout, on passait une bonne heure avec lui. Il était présent, voilà, il y avait un vrai dialogue et il avait un intérêt vis-à-vis de nous. Donc c'était fantastique. C'est une très belle clientèle. D'ailleurs, je me souviens d'un article sur vous dans The Rake Magazine, dont le titre était The King of the Tailors and the Tailors of the Kings, c'est ça? C'était le roi des tailleurs, le tailleur des rois. On a eu la chance avec le roi Hussein de rencontrer beaucoup de rois du Moyen-Orient. C'est vrai qu'on a été à une période, je pense, le tailleur de toute la cour dans le Moyen-Orient. Quand même. Ah ouais, toutes les dynasties locales, quoi, en gros. Beaucoup. Ah ouais. Beaucoup. Papy a été vraiment très fort sur cette partie-là. D'accord. Avec le Shah d'Iran, il y a eu l'Arabie Saoudite, il y a eu d'autres pays aux alentours. D'accord. Donc on a été très implanté là-bas. Ouais. Ah ouais. Et ça, c'est vrai, Hussein nous a été le bon introducteur. D'accord. Très bien. Alors, donc tout ça fonctionne très bien dans les années 70, 80, ce qui est quand même une performance, Marc. Vous le comprenez, tous les deux. C'est-à-dire qu'on est quand même, à ce moment-là, on est au cœur du désastre. C'est-à-dire qu'on est avec l'arrivée massive du prêt-à-porter, on est sur... en plus, à cette époque-là, c'est la même histoire un petit peu que Chirao Paone avec Kiton dans les années 60, 70, 80, où les vendeurs de tissus, ils voient tous les tailleurs qui ferment boutique les uns après les autres à cause du prêt-à-porter. Et c'est là qu'il leur dit, venez chez moi les gars, j'ai un hangar, et vous allez vous asseoir, vous allez coudre des costumes, moi je vais aller à New York, je vais essayer de les vendre. Et c'est comme ça que ça a démarré Kiton. Et c'est une histoire de résistance, en fait, tout simplement. Alors après, c'est une histoire napolitaine, donc c'est un tout petit peu plus complexe, forcément, mais ça reste quand même une histoire dans le même esprit. Et le fait que Camps de Lucas, dans les années 70-80, continue à progresser, à avoir une belle clientèle, c'est une vraie performance. L'intelligence de Papy, c'était parti vers les pays... nouveaux pays, on pourrait dire, pour se développer et pour amener cette élégance à ces personnes-là qui recherchaient cette élégance d'Occident, en fait. Bien sûr. Alors maintenant, parlons du style Camps de Lucas. Parce que tout le monde me dit, parler du style en sur-mesure, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai même des gens qui m'objectent en me disant, mais monsieur Jacomet, si vous parlez d'un style en grande mesure, c'est plus de la grande mesure, parce que la grande mesure, par définition, on devrait faire ce qu'on veut, ou on pourrait demander ce qu'on veut. Alors oui, potentiellement, mais il se trouve que dans les grandes maisons, et singulièrement dans la vôtre, vous êtes quand même fidèle à une silhouette. Est-ce que je l'ai bien dit ? Tout à fait. Depuis Papy, avec Monsieur Camps, papa a continué ça. Oui. On évolue légèrement avec un peu de modernité. Oui. On reste toujours fidèle à notre marque de fabrique. Et à votre ADN. C'est ça. Alors, on va détailler la veste Camps de Lucas, qui a des particularités. Alors, d'abord, d'un point de vue, on va dire global, on pourrait dire que c'est une veste assez structurée au niveau des épaules, avec donc pour moi c'est le style parisien, quintessential comme disent les Américains. Vous êtes typiquement le style parisien, donc on peut dire épaules structurées, on pourrait dire ça. Oui, structuré, toujours en essayant de donner quand même une aisance de mouvement. Oui. Et donc l'épaule structurée, mais qui tourne un peu vers l'avant. C'est ça. Pour permettre effectivement au haut de l'épaule de se mouvoir plus facilement. D'accord. Toujours la manchure assez haute, oui. Pas comme Claude François, parce que les gens sont... On peut encore lâcher ses chaussures, normalement. On peut normalement. Effectivement. Et puis, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer et de bien travailler la poitrine, avec des pinces à l'intérieur, avec tout un montage de toile et de toile et de crin de cheval. Oui. Bien sûr, essayer dans la mesure du possible de donner un beau cintrage et de bien placer le cintrage où il faut. Bien sûr. Pour donner la silhouette. Oui. Nous avons les deux fentes. Classiquement, nous faisons deux fentes pour la majorité des costumes que nous faisons. Et puis avec le travail intérieur, effectivement, où on casse la fente. Ouais. Alors ça, c'est unique, je l'ai vu que chez vous.
Alors, pour ceux qui ne sont pas complètement habitués, bon, les fentes, donc c'est les choses qu'on met à l'arrière du costume pour avoir de l'aisance, tout simplement. Hein. Donc, des fentes latérales en grande majorité aujourd'hui. Une fente centrale, c'est plutôt sur les habits britanniques, notamment, qui étaient destinés à faire du cheval. C'est ça l'idée de la fente centrale. Bon, généralement, c'est plutôt des fentes latérales aujourd'hui, parce que c'est plutôt le style italien, hein, tout simplement. Et pas de fente du tout quand on est plutôt sur des habits formels, comme le smoking, par exemple. Généralement, on le fait sans fente. Et donc, on va montrer une image de ça, parce que c'est quand même très spécifique. Donc, vos fentes sont repliées, c'est ça, sur elles-mêmes à l'intérieur. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde une veste de dos, il y a le cintrage qui est appliqué. Oui. Et le fait que les fentes soient cassées, donc qu'elles soient pliées du côté devant de la veste, ça poursuit la ligne. D'accord. Et ça donne optiquement une vision encore de plus de cintrage du dos. D'accord. Donc ça a une fonction vraiment esthétique. Voilà. Et puis c'est entre guillemets une marque de rigueur par rapport à ce qu'on fait. D'accord. Parce que la fente elle est cassée et quand le client voit le costume de profil, effectivement il faut que le dos de la veste arrive juste à la cassure de. Et ça tombe formidablement. On essaye au mieux. Voilà. Alors, autre élément de style, là on ne peut pas ne pas en parler, qui est peut-être l'élément de style le plus connu, on va dire, de Camps de Lucas. Alors, je ne peux pas montrer Marc parce qu'aujourd'hui il a un revers en pointe, comme moi, mais par contre je peux montrer Charles ici, donc c'est le fameux cran. Alors, j'ai tout entendu sur ce cran. Hein. Le cran c'est ça, mesdames, messieurs, hein. C'est cette chose-là, c'est cette partie-là. J'ai tout entendu, cran parisien, cran français, cran Camps. On pourrait dire ça ? Oui. Ou Camps de Lucas ? Camps de Lucas, oui. Il y en a qui l'appellent aussi Cran Smalto, mais effectivement... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en même temps, c'est assez logique, puisque Smalto a été formé par Camps, n'est-ce pas ? Un petit peu, oui. On peut dire ça comme ça. Même s'il est un peu parti, pas avec la caisse, mais enfin, en l'occurrence, avec quelques clients. Hein. Enfin, ça, c'est une autre histoire que nous garderons bien de raconter aujourd'hui. Raconte-nous le Cran Camps, c'est quoi ? Alors, c'est une ouverture par rapport, en fait, avec le col et le revers, en fait. Oui. On fait un angle droit sur le revers et on a aussi sur le col un angle droit, en fait. D'accord. Et après, l'ouverture est d'à peu près 33% d'ouverture. D'accord. Donc ça, c'est très spécifique. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que autant on peut voir des... Alors, mesdames, messieurs, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, vous dites, mais c'est quoi ces trois huluberlus ? Ils parlent de plis dans les fentes, ils parlent de crans, 33% d'inclinaison, etc. Ben oui, vous êtes au cœur de la grande mesure. Là, on est vraiment dans ce qui fait l'identité, c'est-à-dire qu'on va dans un niveau de détail et d'exigence que parfois, je pense qu'il y a peu de gens... C'est insoupçonné, voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne soupçonnent pas ce qui se cache derrière des travaux et des vêtements faits dans une maison de votre niveau. Donc, ce cran, vous l'avez conservé et ça reste votre signature, on peut dire ça ? Oui, et puis c'est adapté à chaque morphologie de client. Oui. On voit un peu avec leur style, mais c'est ça la marque de fabrique et c'est ce qui fait qu'on repère un costume de chez nous dans le monde entier. Et puis, tout de suite. Il y a des clients qui nous racontent des anecdotes dans l'avion, ils arrivent à se reconnaître entre eux en fait. Exactement. Et c'est juste avec un clin d'œil et puis ils voient le cran et ils disent ça vient de là. Ça c'est un petit club informel des gens qui consomment de la grande mesure. Moi je le sais avec d'autres maisons, on se reconnaît dans les aéroports. Juste en se regardant l'épaule ou en se regardant le cran. Mais alors ça c'est... En plus c'est vrai, hein, c'est que moi ça m'est arrivé de nombreuses fois. Le mec il me regarde de loin et il me fait... pas ça, hein, il n'a pas fait ça. Comme ça. Voilà. Ou alors pareil pour le cran parisien. D'ailleurs, je le vois pas, hormis chez vous, un peu chez Smalto évidemment, mais sans ça, alors que souvent les revers sont un peu copiés les uns sur les autres, etc. Mais en Italie, je connais personne qui fait ce type de revers, sauf vous. C'est bien, ça nous fait une différence par rapport aux autres. Oui. Et alors, il y a la poche goutte. Oui, alors, parle-nous de ça. Ça, pareil, on va montrer des images de ça parce que c'est très spécifique. Qu'est-ce que c'est que la poche goutte ? C'est une petite poche qui est effectivement la plupart du temps sur le doublure du devant gauche. Oui. Et qui avait été mise au point, qui a une forme de goutte, effectivement. À l'époque, elle avait été créée, je
Je pense avec Denil qui avait sorti un briquet qui était justement ovale, comme ça, plat, et il y avait une petite languette en cuir qui donc débordait de la poche, qui permettait effectivement de sortir le briquet comme ça d'une façon élégante. Élégante. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc ils ont étudié cette façon de faire cette petite poche scout. Inévitablement, elle n'est réalisable que manuellement. Bien sûr. Donc voilà, ça a ajouté quelque chose de entre guillemets d'artistique et de créatif à l'intérieur de la veste. Excellent. Alors, moi, je vais vous dire maintenant ma vision du style Camps, si vous le voulez bien. Tout oui. D'abord, je trouve que vous faites... Alors, d'abord, pour moi, c'est une très forte identité. Parce que c'est des costumes qu'on ne voit pas ailleurs, où on va dire, et même les quelques copies qui ont été tentées ne sont pas très convaincantes. C'est pour moi la quintessence du style parisien, c'est-à-dire une silhouette assez charismatique. C'est-à-dire quand on met un costume Camps, on n'est pas avachi, on a plutôt tendance, ça fait partie des maisons de tailleurs pour moi qui ont comment dire, j'appelle ça l'effet bombe le torse. C'est-à-dire que quand tu mets une veste de chez vous ou de chez quelques-uns de vos concurrents et amis parisiens, tout de suite, tu as envie de faire ça. Parce que, je ne sais pas pourquoi, c'est l'âme du vêtement qui fait qu'à ce niveau comment dire, de détail, à ce niveau d'excellence dans chaque geste, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas dit, mesdames, messieurs, mais c'est intégralement à la main. Là. C'est 100% à la main. 100%, voilà. Ce qui est quand même, voilà, quand on parlait des derniers des Mohicans, je peux vous dire, c'est quoi, une 80 heures de travail sur une centaine, quoi. Maintenant, oui, avec les tissus de plus en plus délicats, oui, ça c'est une centaine d'heures à la main, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose. Donc pour moi, c'est la silhouette parisienne par excellence, charismatique, structurée, alors avec une épaule tournante, mais moins barbante que les structures à l'anglaise, par exemple. C'est-à-dire, j'ai rien contre les tailleurs anglais, je les aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis sur Savile Row, mais je trouve quand même que l'épaule parisienne, comme vous la faites, elle a plus de charisme, voilà, tout simplement. Voilà. Et deuxièmement, je trouve que c'est... alors évidemment le cran, qui est un bonheur absolu pour les gens qui d'abord, sont capables de le repérer, mais c'est surtout cette idée que ce cran-là amène de la substance. C'est-à-dire que, et quelle que soit la morphologie, c'est-à-dire, c'est vraiment un cran qui est assez magique, et c'est là où on voit la haute couture, parce que pour moi c'est de la haute couture, c'est du design vraiment très très particulier, où ce cran-là amène quelque chose au niveau de la poitrine, une espèce de prestance, voilà, cherchez le mot. Voilà. Donc pour moi, en résumé, Camps et Lucas, c'est d'ailleurs ce que j'écris dans mon livre, c'est la quintessence du style parisien pour moi. Vous représentez ce que le style parisien devrait être, ou est encore, puisque nous en allons en parler dans une émission suivante. Nous allons faire 2 émissions avec nos amis de la famille de Lucas, puisque vous perpétuez cet héritage avec une autre offre que vous avez au sein même de l'entreprise qui s'appelle Atelier de Lucas, qui est donc, on va dire, du sur-mesure artisanal, mais on va en parler spécifiquement avec toi et avec ton frère Julien, puisque nous avons été envahis par les de Lucas aujourd'hui. Nous sommes une maison qui est pleine de Lucas. Tu me parlais des tissus. Ça m'intéresse d'avoir ton opinion sur l'évolution moderne des tissus, parce que moi j'ai remarqué que depuis, moi ça fait 15 ans que je m'intéresse à ce milieu-là, on va dire professionnellement, et j'ai quand même vu des innovations hallucinantes en matière de tissu. Il y a d'abord eu la course à l'armement sur les super, où tout le monde voulait faire le costume le plus fin du monde. Et puis maintenant, on arrive plutôt vers des matériaux techniques, n'est-ce pas, avec un peu de stretch, etc. Raconte-moi un petit peu comment tu vois cette évolution, parce que j'imagine que quand tu as démarré, tu étais des tissus un tout petit peu plus rustiques, on pourrait dire. Oui, absolument. Oui, c'était des tissus plus lourds, plus épais, tout ça. Alors, je pense que le début, les tailleurs ont eu quand même du mal à s'habituer. Oui. Mais je pense que les drapiers aussi, il y a eu sûrement une fête de vouloir vendre plus vite, tout ça. Donc, ils respectaient un petit peu moins les temps de séchage, de fabrication, tout. Donc, c'est vrai qu'on a commencé à travailler avec des Super 130, Super 150. Oui. Et pour nous, c'était désorientant parce que vraiment, la main qu'on avait d'habitude,
Tu ne la retrouvais pas. Ça ne fonctionnait pas. D'accord. Les fers qu'on avait d'habitude, ça ne fonctionnait pas. Les machines, les machines à coudre, il fallait qu'elles soient plus sensibles, tout ça. Tu veux dire que les tissus devenant de plus en plus fragiles, votre métier avait du mal à s'adapter, c'est ça à cette, je veux dire, mon père disait toujours les tissus de son époque, on pouvait les faire avec des aiguilles en bois. D'accord. Hein, donc, et puis, si on voit notre atelier maintenant, il y a plus de femmes qui travaillent, les mains plus légères, plus fines. D'accord. Les fers, ils sont passés de 9-10 kilos à 3,5 kg. Oui, bon, ça, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Parce que pour le tennis elbow, surtout. J'imagine, mais je sais que moi, je connais quelques tailleurs qui ont ça, qui ont le problème de, problèmes de cartilage, des problèmes de coude, à cause du fer. Hein. Mais il y a encore des tailleurs, même des jeunes, qui disent non, moi, quand je repasse, il me faut 9 kilos. C'est invraisemblable. 9 kilos au bout de bras toute la journée. Donc, et les tissus, alors c'était Super 150, qu'on a pu connaître à un moment donné. Et puis après, de plus en plus, c'est Super 150 avec un peu de cachemire, avec un petit peu de soie, tout ça. Donc tout ça nous a demandé effectivement de s'habituer à ce genre de texture, quand on pose une garniture, avant on faisait les yeux fermés, maintenant on la pose, avant de l'appliquer on regarde. Explique ce que c'est une garniture, parce que je ne suis pas sûr la garniture, que tout le monde effectivement, comprenne. c'est ce qui recouvre le revers de la veste, et qui se poursuit à l'intérieur de la veste. Dans les vestes droites, les poches intérieures font partie de la garniture. Donc voilà, c'est la matière du tissu qui se pose sur la toile. D'accord. Et donc tu disais, vous avez finalement réussi à vous adapter à tout ça, parce qu'après Super 150, c'était encore il y a 10 ans. Moi j'ai vu Super 180, Super 200, Super 210, j'ai vu du Super 280, c'est Kiton je crois. Mais bon, c'est beau. Mais j'ai quand même l'impression que d'abord, c'est plus difficile à travailler et c'est super fragile, non ? C'est super fragile, il faut mettre le costume d'être déjà très svelte et puis pas bouger, quoi. Oui, c'est ça. À partir du moment où on commence à voyager avec, s'asseoir, rester au restaurant pendant 1 heure ou 2, ça devient un chiffon, quoi. Exactement. Alors, est-ce que toi, pour les gens qui s'intéressent à la grande mesure, quel serait ton conseil ? Parce que je sais qu'il y a 2 écoles sur le sujet. Il y a des gens qui sont encore dans les tissus un peu modernes, en essayant d'amener une plus-value un peu technique, etc. Et d'autres, dont moi je fais partie, qui se disent « Mais les gars, arrêtez la course à l'armement. Une belle laine un peu plus épaisse, ça n'a pas besoin d'être un super 4 milliards, c'est même un super 120, 130, tu peux trouver des très très belles choses. Et moi j'ai plutôt tendance à retourner, d'ailleurs on va des costumes un tout petit peu plus, avec des laines un tout petit peu plus lourds, et même je sais que Vitaly Barberis ça sortait une gamme qui s'appelait 21 microns, où c'est même pas un super 100. C'est-à-dire pour essayer d'arrêter cette espèce d'obsession du tissu. De la course à l'armement. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Charles ? En fait, j'ai eu, quand j'ai commencé, on avait beaucoup de tissus très haut de gamme avec du poudre de diamant, de l'or. Et là, je crois que maintenant, il y a les tissus très techniques, comme de l'élastam. Ce qui est intéressant, par exemple, plus pour nous, Atelier de Lucas, mais sur Camps de Lucas, dès qu'on voit un client, on va tout de suite proposer un Super 150 qui tient très bien. Vitaly Barberis en font un très bien. C'est ça. En fait, ça répond à tout. Parce que ça soit pour une personne qui va bouger, qui a besoin d'être mobile, active, qui a besoin de ne pas repasser son costume constamment, qui veut vivre avec son costume, prendre l'avion, je trouve que c'est le meilleur produit rapport qualité-prix qu'il peut avoir. En fait, parce qu'il aura quelque chose de complètement différent par rapport à un prêt-à-porter costume de tissu qu'il pourra trouver. Et ça sera fait pour lui. Et là, il y a un tissu qui va avoir une vraie résistance, une belle tenue et des coloris complètement différents que ce qu'on peut trouver. Super. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, pour finir sur cet entretien, aujourd'hui, Camps de Lucas, donc c'est l'atelier à Paris, rue des Pyramides, n'est-ce pas ? Il y a et l'atelier est dans une rue adjacente, c'est ça ? Rue Sainte-Anne. Rue Sainte-Anne, à 5 minutes à pied. Alors, question un tout petit peu complexe et j'imagine pas facile à répondre, mais quand même, je me dois de la poser. La grande mesure, donc, il doit rester, on va dire 5 ateliers à Paris pour faire, en voyant très large. Okay, et peut-être une vingtaine en France, peut-être encore une quinzaine de tailleurs de quartier. On va dire des gens, je sais qu'il y en a un à Nantes, il y en a un à Bordeaux, mais c'est plutôt des messieurs qui commencent à avoir plus de 80 ans maintenant, et dont beaucoup aimeraient transmettre ou céder, mais ils ne trouvent personne.
Simplement, devenir tailleur, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et c'est beaucoup de travail. Comment tu vois, toi, cette situation aujourd'hui? Est-ce qu'il est facile de trouver du personnel? Et deuxièmement, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de se dire que moi, je reçois constamment des gamins qui me disent « Ah, j'aimerais bien rentrer en apprentissage, j'aimerais bien faire ci, etc. » Mais je dis « Attendez les gars, il n'y a pas beaucoup de tailleurs en France, donc ils sont obligés de faire attention également à qui ils recrutent parce que ça prend énormément de temps, la transmission du savoir. » Quel est l'état de tout ça chez Camps Educa? Est-ce que c'est facile de recruter? Et comment tu vois, entre guillemets, le futur de la grande mesure, s'il y en a un? Bien, par rapport aux jeunes, il y en a quand même pas mal qui se présentent. D'accord. Hein. Alors bien sûr, il y a le côté alternance, où ils sont un petit peu à l'école et qui viennent. Vous accueillez ça? Oui, on accueille tous les ans un. D'accord. Qui a été déjà présélectionné, je veux dire qu'ils sont venus en règle générale 1 ou 2 jours faire déjà des essais, de voir un petit peu le caractère, de voir aussi la main. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire la main? J'aime bien cette notion-là, c'est très italien. C'est quoi la main? C'est le toucher, c'est comment il plante l'aiguille, comment il sort, c'est ça, sa dextérité. Voilà, si le mouvement est fluide, si tout ça, donc ça s'acquiert bien sûr avec la pratique. Oui. Mais déjà on voit tout de suite celui qui prendra un peu de patience pour aller plus loin, pour approfondir la chose, pour pas juste être là parce qu'il a dans l'imaginaire du tailleur. C'est ça. Donc, ils sont, en règle générale, ceux-là, ils restent 2 ans, nous, comme ça en alternance. Oui. Nous, l'optique, c'est effectivement après les engager. D'accord. Et c'est déjà un discours qu'on a envers eux, en leur disant, voilà, si on vous prend, c'est pour qu'on continue ensemble. Oui. Ah, Oui. Donc, on a des très bons résultats. D'accord. Voilà. C'est parfait. D'autant plus que on a toujours été dans cet esprit-là, de formation, tout ça. Donc, il y en a qui étaient déjà ou couturiers, quelque chose, et voilà, qui ont suivi l'évolution et qui, petit à petit, prennent... Et d'autre part, ce qu'on a toujours cherché à faire, c'est de ne pas trop spécialiser les gens de compartimenter dans une partie de la veste. Oui. On essaye toujours quand même de les intéresser à ce qu'il y ait une progression, qu'il y ait quelque chose ou qu'il y ait une autre partie de la veste qui puisse voir. D'accord. Voilà, parce que après ça peut devenir assez monotone. Oui. Et donc un désintérêt qui peut s'installer, quoi. Bien sûr. Et donc tu as formé tes fils? Alors avec eux, oui, la transmission, elle s'est faite à coup de règles. Un coup de ciseaux. Mais elle continue encore. Non, ça a été un grand bonheur qu'ils viennent travailler avec moi. Ouais. On s'est encore restructuré là très, très dernièrement pour que on a fait fabriquer une grande table pour que Julien ou Charles, on puisse vraiment travailler l'un côté de l'autre, pour que la transmission se fasse encore plus vite. On était chacun dans une pièce différente et puis voilà, je veux dire, là maintenant, ils me voient faire quelque chose, ils me regardent, moi je les vois, et puis effectivement on intervient tout de suite, quoi. C'est pas, on essaye de ne pas laisser des blancs. Ouais. Voilà. Mon petit doigt me dit quand même que si Papy, comme tu l'appelles, vous regarde, d'où il doit quand même être sacrément fier. Parce que certaines familles ont une véritable histoire, et alors c'est un peu paradoxal, parce que je me suis rendu compte que les familles qui avaient une vraie histoire, c'est souvent les plus discrètes, et qui n'ont pas, l'habitude de fanfaronner en disant « oui, moi je travaille dans une maison fondée en 1948, etc. etc. » Et donc c'est la raison pour laquelle, je crois, nos livres ont eu aussi un certain succès, c'est que justement on levait le voile sur des histoires qui étaient insoupçonnées pour les gens, et qui sont généralement, surtout dans ce type de métier, des histoires d'hommes. Question pour Charles. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec son père et son grand-père d'ailleurs, puisque tu as côtoyé les deux? Est-ce que c'est facile de travailler avec des fortes personnalités comme ces deux personnes-là? Moi, j'ai une définition, c'est que mon père, c'est mon papa, oui. C'est mon meilleur ami, oui. Et c'est mon patron.
D'accord. Donc en fait, j'ai une chance inouïe tous les jours, c'est de travailler avec mon frère, mon père et ma sœur, parce qu'on s'entend très très bien. Ouais. On est discret parce que c'est notre éducation, et je pense que ça a été depuis tout jeune, c'est notre vie en fait, si tu veux. Donc on est né, été habitué à être comme ça. Ouais. Et en fait, on a une chance, c'est de transmettre et de porter et de faire continuer notre nom de famille. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas de plus belle fierté de porter le nom et de voir que tous les jours, il y a un vêtement qui sort de chez toi avec ton nom. Ton nom dessus. Ouais. Et ça, ça vaut tout l'argent du monde, en fait, parce qu'en fait, ça fait 3 générations. Papy a commencé, papa, et puis nous, et puis peut-être les autres. Ouais. Mais déjà, ça à nous de continuer et à faire perdurer ça. Ouais. Et on a de la chance, on s'entend extrêmement bien. Mm-hmm. On est vraiment un clan. Ouais. Et ça se passe super bien. C'est un peu quand même l'âme italienne, cette affaire-là, non ? Il y a quand même la famiglia, c'est quand même très poussé en Italie. On a été vraiment éduqués comme ça. C'est que, comme je te disais, c'est qu'on allait manger le dimanche midi chez papy et mamie, le samedi on y était, on déjeunait ensemble, ils retournaient à l'atelier. Donc ça a été dans notre ADN, dans nos gènes en fait. On connaît ça depuis tout petit, de voir du beau tissu, de les voir habillés. Donc en fait, c'est tellement naturel qu'on ne s'est jamais posé de questions. Et quand tu es dans du beau, que tu es dans un cadre qui est agréable et que tu fais porter ton nom encore de plus en plus haut, pour moi, il n'y a rien de plus fier, en fait. Il n'y a rien de plus beau. Ouais, il n'y a rien de plus beau. Alléluia, amen. Je ne sais pas quoi dire après ça. Je pense que amen est bienvenu. Merci, messieurs, pour cette belle discussion. Évidemment, on vous mettra les liens, les adresses. Camps de Lucas et Atelier des Lucas, on va en parler dans la prochaine émission. C'est rue des Pyramides, Paris. D'ailleurs, je connaissais votre lieu, moi, historique, qui était place de la Madeleine. D'ailleurs, on va vous montrer quelques photos issues de mon premier livre, Parisian Gentleman, où on a eu la chance d'encore prendre les prises de vue pas longtemps avant que vous soyez obligé de déménager pour des raisons de construction d'un hôtel, si je me souviens bien. Puis après, vous avez été un peu rue de la Paix, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, vous êtes rue des Pyramides, et j'ai eu l'occasion de vous rendre visite l'année dernière. J'étais chez vos voisins, ingénieurs chevaliers, la famille Bonnet, et c'est un bel endroit, dites-moi. Vous avez vraiment... parce que d'abord, c'est très bien placé, mais c'est super beau. Et surtout, il y a un étage qui est sublime, et donc c'est vraiment un lieu pour moi à aller visiter. Alors évidemment, je ne vais pas, aller trop fort dans ce sens-là, parce que si je dis allez dire bonjour au de Lucas, vous allez avoir du monde, et pas forcément des clients en l'occurrence, mais c'est quand même un lieu, à mon avis, qu'il ne faut pas rater. Vous serez bien reçus si vous avez envie d'en savoir plus, et si vous avez envie de voir la production de Camps de Lucas et de Atelier de Lucas, qui est une version entre guillemets différente, un peu plus modernisée de la façon de travailler, en fait, tout simplement, mais qui reste complètement au cœur de l'ADN de la maison. Donc moi, c'est toujours un réel bonheur de vous avoir. Je vous aime beaucoup. Je trouve que vous êtes des gens formidables. Et ce que vous faites est capital pour moi, parce que c'est au-delà du vêtement. C'est au-delà de... c'est au-delà même de notre petit monde à nous, de passionnés d'art-tailleurs. Je pense que vous faites partie de ces entreprises, et il y en a encore fort heureusement quelques-unes, qui ne sont pas esclaves du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire où tout doit être rapide, où tout doit être instantané, où tout doit... Et vous participez à votre manière à protéger donc un savoir-faire ancestral, et Dieu sait si aujourd'hui on a besoin de ça. Parce qu'on voudrait faire table rase du passé, c'est-à-dire le passé, on a cette espèce d'arrogance du présent. Le présent est d'une arrogance folle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le présent, ici et maintenant, et moi, je, me, myself, I, comme on dit, c'est une arrogance absolument folle, comme si nos ancêtres et nos anciens n'avaient fait que des conneries. Et ça, c'est vraiment pour moi une erreur capitale. Et des gens comme vous, au contraire, pendant les 2 tiers de cette émission, vous avez honoré la mémoire de votre grand-père, et surtout, vous avez montré que non seulement on peut s'inspirer du passé pour faire des très belles choses au présent, mais que surtout, dans ce type de métier, il est capital de protéger les choses qui ont été inventées dans le passé pour essayer de les faire siennes et de faire quelque chose de beau. Baudelaire disait que la vraie modernité, c'est la capacité à conserver ce qui est éternel dans ce qui est transitoire. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, Camps de Lucas, pour moi, tout est transitoire. Même vous, on ne peut pas être complètement, imperméable aux modes.
Je suis sûr que les tissus que vous conseillez aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ce que Mario de Lucas, ton papa, conseillait dans les années 50. Pour autant, il y a des choses qui sont éternelles. Vous, la coupe, la façon de travailler, la fidélité, l'exigence, l'excellence, eh bien ça, il ne faut jamais le perdre. Et à partir de ça, tu peux bâtir une modernité. Mais simplement, si tu as les fondations... Baudelaire me fout toujours les larmes aux yeux parce que c'est tellement juste dans le monde dans lequel on vit. Donc, messieurs, merci de faire ce que vous faites, d'avoir transmis de génération en génération et de défendre encore cette vision de la vie qui, pour moi, est absolument capitale. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de nos discussions sartoriales et nous allons simplement, vous savez quoi, avec Marc et Charles, on ne va pas encore ouvrir une bonne bouteille, bien que ça ne saurait tarder, mais on va surtout aller se changer, puisque nous allons faire la même émission, mais en langue anglaise, puisqu'il y a énormément de gens dans le monde entier qui sont très, très, très intéressés à comprendre qui est la grande maison Camps de Lucas. Merci beaucoup, messieurs, de votre présence qui m'honore. Merci Charles, merci Marc, et à très bientôt, mes amis. Merci Hugo.